Bon bah du coup, on est heureux de vous accueillir ce soir pour cette troisième expérience de paysage de Nouvelle-Aquitaine. Donc un petit rappel pour ceux qui ne sont pas encore venus à ces expériences de paysage. Donc on en a donc mené deux autres cette année, une sur le Marais Poitevin et une autre avec le travail de Alain Frété, s'inscrivent dans la démarche portée par la FFP Île-de-France et maintenant qui se décline en fait à l'échelle de différentes régions, la région Grand Ouest je crois, PACA et puis Nouvelle-Aquitaine. Donc on a vraiment voilà, un réseau d'expériences de paysage qui s'inscrivent dans les différentes régions. On est ravis d'accueillir ce soir Alexis Pernet pour une expérience de paysage donc nommée le paysage École sans mur, l'expérience du réseau paysage Vallée de Seine. Donc Alexis qui est paysagiste, géographe et maître de conférence à l'ENSAP Versailles. Et donc à souligner aussi que ce travail vient d'être également récemment primé dans la catégorie recherche-action par le palmarès du paysage de la FFP, Fédération Française du Paysage, donc avec les trois co-auteurs de l'ouvrage qui est ici, et de la recherche également. Donc Joséphine Billet, Agnès Jacquin et Alexia Fesquet, donc co-auteurs de cet ouvrage, Plus grand que la Seine, acteurs en réseau, paysage en projet. Et voilà, je laisse la parole à Alexis pour nous présenter ce travail. Et merci d'être venu. Allez, je prends la place devant la caméra. Merci Sonia. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Et puis bonsoir aussi en ligne parce qu'il y a je sais pas combien il y a de personnes connectées. Moi, j'ai pas la main là-dessus, mais je suis sûr que vous êtes très, très nombreux et nombreuses. Et maintenant qu'on a vécu toute cette aventure de confinement, de visio, nos cerveaux sont en train de muter, se dédoubler, comme se dédouble mon attention pour essayer de vous parler, vous qui êtes là physiquement dans l'amphi, et vous qui êtes derrière les câbles à l'autre bout de la Nouvelle-Aquitaine et peut-être au-delà. Et donc, voilà. Mais on apprend à faire ça. Je pense que d'ici 7-8 générations, on sera très au point, parfaitement au point. Donc, ce qui ne sera pas mon cas, évidemment. Donc, je m'excuse déjà pour les décrochés, les décrochages que ça va engendrer. Mais ça va faire des choses très, très, très fructueuses, j'en suis sûr. J'espère que vous m'entendez bien, surtout. Alors, donc moi, je suis finalement, je suis un peu chez moi en Nouvelle-Aquitaine parce que d'une part, j'arrive des Deux-Sèvres où je vis. Moi, j'ai grandi à La Rochelle, vous voyez, tourné plutôt vers l'Atlantique. Je fus étudiant à l'école des Beaux-Arts de Bordeaux dans les années 90, dont je garde un merveilleux souvenir. Et puis après, à l'école du paysage à Versailles, où j'ai été diplômé en 2000. Vous voyez, donc, alors ce parcours en fait géographique, il s'est poursuivi après dans le Massif central, où j'ai eu l'opportunité de rencontrer beaucoup de personnes éminentes issues de l'école du paysage de Bordeaux, enseignants et maintenant anciens élèves, et avec qui j'ai toujours beaucoup travaillé, beaucoup aimé échanger. Enfin, ça m'a beaucoup apporté cette période avec eux dans le Massif central. Je vais revenir un tout petit peu brièvement là-dessus. J'ai fait ma thèse j'ai été un des premiers paysagistes chercheurs à mener une thèse
en doctorat en géographie, à la fois inscrit à l'université Paris 1 et en même temps paysagiste au fin fond des monts du Forez, entre Ambert et Montbrison. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Allez, entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne. Voilà, je sais que pour vous, ça y est, la géographie se met en place. Mais je suis certain qu'il y en a qui connaissent. Et puis j'ai enseigné quelques années en école d'architecture à Clermont-Ferrand. Et puis depuis 2014, donc j'enseigne à l'école du paysage à Versailles. Et puis j'en ai profité, voilà, toujours un peu vagabond, pour me rapprocher remonter là cette fois-ci un peu vers la source. Et maintenant je vis dans les Deux-Sèvres, sur les bords du Marais Poitevin, dont vous avez parlé une avant-dernière fois. Et Marais Poitevin vous avez parlé, je pense, du plan de paysage avec Sandrine Guéneuf et Sylvain Provost sur la question du renouvellement de la trame arborée. Et donc un plan que j'ai eu le plaisir et la chance d'impulser en tant que paysagiste, aux côtés de toute une petite équipe qui, j'espère, vous a été présentée, et notamment quelqu'un qui est très important pour moi, en tout cas dans mon parcours, qui est issu de votre école, les jeunes là, à Bordeaux, qui s'appelle Victor Miramant, et que vous avez peut-être déjà rencontré à l'occasion d'un voyage. Lui, il est au Puy-en-Velay. Et Marie Barré, qui a accompagné aussi toute cette mission avec d'autres dont on ne va pas parler ce soir, hélas, mais qui sont vraiment, en tout cas pour moi, dans mon cœur. Et puis Marais Poitevin, c'est aussi une actualité. Alors moi je continue, pour moi c'est mon terrain de recherche, c'est un de mes terrains de recherche. Il se trouve que ce soir je vais vous parler de la vallée de la Seine, mais ça continue, en fait, le Marais continue est un terrain de recherche, parce que habitant sur place, en fait, c'est extrêmement intéressant pour un paysagiste de pouvoir s'impliquer dans des réseaux, s'impliquer dans des structures. Et puis le plan de paysage qu'on a mené en 2015-2016, il a posé tellement de questions, celle de la transmission d'un paysage. L'idée, elle est géniale, quoi. C'est que pour transmettre ce grand paysage, il faut le transformer. Donc déjà, ça en soi, c'est une question qui mérite, on peut y passer, je pense, 15 ans. Et en fait, je continue, moi, à titre de chercheur, d'accompagner aussi des conséquences de cette mission, de ce plan de paysage, et notamment une recherche que nous menons actuellement du côté des digues, puisqu'on travaille sur des digues arborées qui ont les mêmes caractéristiques paysagères que les conches que Sandrine a dû vous montrer l'avant-dernière fois, et qui sont pas une énigme, mais qui sont un objet d'étude complètement passionnant à l'heure où on est. Et puis je passe sur l'actualité toujours très critique sur ce territoire du Marais Poitevin. Il y avait encore ce week-end des manifestations assez considérables sur la question de la gestion de l'eau. Et donc là aussi, j'ai aussi la charge, en tout cas c'est pas tout à fait un plaisir, mais en tout cas c'est une responsabilité d'être aussi un peu, non pas aux avant-postes, mais en tout cas de questionner aussi la gestion de l'eau et son devenir. Donc, et tout ça en parallèle d'un service d'enseignement à l'école du paysage à Versailles, où j'alterne finalement entre les Deux-Sèvres et Versailles. Où j'enseigne avec Alain Frété, encore un lien avec expérience de paysage, Alain étant à la fois un ancien professeur et puis aujourd'hui un collègue, notamment quand on part en voyage avec les étudiants. Mais ça, je sais que vous le faites également, et c'est les plus beaux moments qu'on est dans la pédagogie. Expérience de paysage, pour moi, c'est une locution qui compte. Elle montre finalement l'épaisseur, la richesse des concepts qu'on entend manipuler. Je sais que elle est prise ici au sens d'expérience de paysagiste. Je pense que là, c'est le sens, l'intention qui préside à cette invitation de la part d'une organisation professionnelle que je salue, que je remercie. Doublement parce qu'en plus elle nous décerne des prix maintenant à nous chercheurs. Alors c'est vraiment génial. C'est pas l'aboutissement, c'est le commencement en fait de quelque chose. Hein. Moi j'aime énormément, je m'intéresse aussi énormément à la notion d'expérience de paysage depuis très longtemps, depuis même
mon travail de fin d'études à l'école du paysage, où j'avais fait le tour à pied de toute la banlieue parisienne, en passant par le bord. La même année que des gens que vous connaissez, comme Yvan de Traz par exemple, qui a fondé avec d'autres, Gaby Farage, Le Bruit du Frigo. Mais il se trouve que tous, les uns et les autres, on faisait presque la même chose dans nos coins et qu'on ne se connaissait pas, et on s'est rencontrés après tout ça. Enfin, ça montrait qu'il y avait des engagements conjoints et en même temps distants qui étaient très intéressants. Donc pour moi, la question est essentielle, quoi. Comment transmettre une expérience de paysage? C'est en soi, pour moi, une des missions d'un paysagiste. C'est le prélude à un nombre de décisions, d'orientations, d'intentions qui fondent nos projets, quels qu'ils soient, quelles que soient les échelles et les outils qu'on déploie. Et pour moi, ça a toujours un sens de parler d'expérience de paysage. On va revenir cependant un peu ce soir sur une expérience de paysagiste. Et donc, moi je crois aussi très nécessaire, complètement indispensable de jalonner ces pratiques dans leur diversité d'un certain nombre d'étapes, comme ce soir, par le biais de livres, par le biais de publications, par le biais de conférences, après par le biais de journaux, de documents de travail, de tout ce qu'on veut, mais de raconter ce qu'on fait, tout simplement. Et de se positionner non pas comme un héros qui transforme le monde entier, mais de raconter aussi nos échecs, de raconter les moments de repositionnement. Enfin, pour moi, c'est extrêmement important de faire ce type d'intervention. Donc voilà, vraiment merci. Il se trouve qu'au cœur de mes réflexions, de mes pratiques, de mes questions surtout, c'est toujours la notion de grand paysage, moi, qui m'a fait courir, qui m'a nourri. Je suis pas venu au paysage par le jardin, par exemple. Je suis toujours un jardinier, par exemple, exécrable, un piètre jardinier. Moi, j'ai appris le paysage par le dessin, par exemple. Alors, c'est un atout et c'est aussi un handicap. C'est aussi une distance supplémentaire, parfois, par rapport au monde, par rapport au vivant. Mais en tout cas, il se trouve que c'est l'outil que j'utilise le plus et qui nourrit en grande partie l'ensemble de ma pratique. Mais pour aborder aussi une échelle de projet, une échelle d'analyse et de projet que les paysagistes ont appelé, les paysagistes et avec eux un certain nombre d'urbanistes, de géographes ou d'architectes, ont appelé le grand paysage. C'est pas une notion nouvelle, hein, elle a été proposée, je pense, à peu près à la fin des années 50 et surtout dans le courant des années 60, à un moment où les paysagistes, les pionniers, les premiers, ont accédé à des organisations, des organismes qui entendaient traiter d'aménagement du territoire. Donc on est plutôt, vous voyez, au début de la Ve République. Je suis sûr que pour les étudiants, vous avez des nombreux cours là-dessus. Je fais confiance à Rémi et à toute la bande pour vous abreuver d'histoire du paysagisme et d'histoire du métier. C'est très important de la comprendre, de la connaître. Elle est parfois tortueuse, elle est parfois difficile à déchiffrer. Mais ce qui est important, c'est de savoir par où sont passés les gens, quel bricolage, quelles rencontres ont été décisives, et puis qu'est-ce qu'ils ont inventé comme outil. Moi, je m'inscris beaucoup dans cette histoire, dans l'histoire de quelqu'un comme Jacques Sgard, par exemple, qui est un monsieur absolument extraordinaire et qui a jalonné comme ça ce métier de nombreuses expériences qui sont en fait structurantes pour ce qu'on est, pour ce qu'on enseigne et pour ce qu'on pratique aujourd'hui. Notamment cette notion de plan de paysage, j'imagine que vous connaissez, sur laquelle vous travaillez. Donc, ce grand paysage, c'est quoi? C'est peut-être pas une notion qu'on utilise finalement beaucoup, mais elle a le mérite de désigner un enjambement entre rural et urbain, vous voyez mon lapsus, un enjambement de discipline, un enjambement aussi au-delà des frontières. Le grand paysage enjambe les frontières administratives, ne s'affranchit difficilement des délimitations posées par les communes, les intercommunalités et autres. Et c'est plutôt celui qu'on désigne sous le terme, par les atlas de paysage ou le terme d'unité paysagère, par exemple, des notions qu'il faut continuer de questionner, mais qui nous ont fait avancer dans un grand nombre dans l'action publique, en fait, et qui ont donné lieu à plusieurs inventions. Donc cette notion de grand paysage, en fait, elle marque aussi pour les paysagistes une véritable évolution, un véritable défi,
puisqu'en fait, il a fallu ajouter, enfiler un grand nombre d'acquisitions, de compétences qui n'étaient pas du tout initialement dispensées dans nos formations. Donc il y a forcément toujours une notion d'exploration dans ce métier, parce qu'on est toujours débordé par les questions qui nous sont posées dans la vie active. Je suis sûr que ça commence déjà à l'école, mais et à chaque fois obligé de se remettre à jour, de réévaluer nos compétences, de les élargir sur des disciplines qu'on ignorait jusqu'alors. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance à l'école du paysage de travailler avec quelqu'un qui est, par exemple, un politiste, un politologue, et ça a été pour moi une rencontre extrêmement importante. Mais évidemment, c'est pas une rencontre qui était prévue au départ. Et si j'avais, étant étudiant, clamé haut et fort qu'il nous fallait impérativement passer par des politologues, je crois que tout le monde aurait rigolé. Déjà, les cours de droit, on s'ennuyait à mourir. On les zappait, et en fait, dès qu'on sort, on voit bien qu'il faut y revenir sur des notions juridiques et tout ça, mais qui prennent un sens exact et fort à partir du moment où on les met dans la perspective de l'action, dans la perspective de la relation, à un site, un terrain, et ce que n'offre pas toujours la situation pédagogique. Donc je sais que c'est une question compliquée, mais néanmoins importante à soulever. Et puis aujourd'hui, cet apprentissage, il se prolonge parce qu'on rencontre la question du changement climatique. On nous dit, des scientifiques disent qu'il y a une plage de temps de 10 à 20 ans maintenant qui s'ouvre, qui va être déterminante pour amorcer un très grand nombre de trajectoires. On voit que les environnements se transforment très rapidement. Il y a vraiment des changements à vue presque des environnements, des paysages, des milieux. Moi, le fait d'avoir travaillé sur la Calarose du Frêne m'a ouvert les yeux sur la rapidité de ces changements. Et ça m'a aussi ouvert les yeux sur les mécanismes à mettre en place pour imaginer finalement des mutations très rapides aussi, très organisées, très structurées, très structurantes de ces grands paysages. Et quand on étudiait le grand paysage, on l'aborde souvent beaucoup par la question du diagnostic, par la question de l'analyse. Et aujourd'hui, je crois qu'on avance vraiment beaucoup plus vite, on va beaucoup plus loin, c'est vraiment dans la question des outils de projet de transformation. C'est-à-dire que c'est très important de penser, de regarder de près quels sont ces outils de transformation, ces protocoles, ces procédures, ces chaînes opératoires, qui sont peut-être pas tout à fait les mêmes que dans le cadre d'un jardin, qui sont pas tout à fait les mêmes que dans l'espace public ou l'infrastructure, mais qui sont pour autant extrêmement déterminantes, car c'est elles qui vont amener si vous voulez, qui vont fonder notre légitimité aussi dans les années à venir. C'est-à-dire qu'à un moment, on saura pourquoi on fait appel à un paysagiste par rapport à telle et telle question qui se pose liée vraiment à ces transformations des milieux. C'est-à-dire qu'en fait, face à un paysagiste, vous aurez quelqu'un qui sait installer un chemin actif, installer un chemin de transformation. Et la personne qui vous dit ça est la plus mal placée pour vous en parler, parce que peut-être la personne la plus en décalage par rapport aux logiques d'agence, par rapport aux logiques de projets de maîtrise d'œuvre, etc. Mais pour autant, investit malgré tout de la nécessité de cette action et d'impliquer, d'installer des chaînes opératoires, comme l'a très bien fait le parc du Marais Poitevin sur l'opération de la Calarose. Alors, cette question aussi, elle nous interroge fortement sur notre formation. Je sais que je parle à des étudiants, mais je parle aussi à des professionnels. Et je pense que quand je dis qu'on est tout le temps un peu en train de re-questionner le périmètre de nos compétences, il me semble que cette question, elle est tout le temps, toujours ouverte. Et en fait, on est toujours débordé et surpris et toujours obligé d'élargir. Et chaque site, chaque terrain, chaque territoire, chaque problématique, en fait, implique une forme d'enquête un peu nouvelle à chaque fois qui réarticule toujours. Et ça nous surprend toujours. Moi, j'adore ça parce que chaque fois, on a l'impression de recommencer à zéro. Pas du tout, parce qu'on arrive avec tout un tas d'attirails. Simplement, on va parfois chercher l'outil qui était resté tout au fond de la boîte et on ne prend pas le plus high-tech qui était sur le dessus parce que voilà, à chaque fois, il faut reprendre les choses, les re-questionner différemment. Et ce sont des outils, de toute nature. Alors, mais ce qui veut dire que si on apprend tout le temps, pourquoi faire des écoles, par exemple? Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait à l'école? En fait, finalement, est-ce qu'on est là pour apprendre à apprendre? Pour livrer un message de clé en main, cette boîte à outils clé en main, qui sera
probablement épuisé, dépassé à peine vous sortirez. Donc c'est compliqué pour nous enseignants, et c'est pour ça que l'interaction avec les agences, elle est peut-être essentielle. Les agences et les institutions, en fait, tout type d'institution. L'agence étant une institution parmi une autre. Toutes ces questions-là que j'évoque, en fait, notamment cette question de l'école, elle s'est posée vraiment dans ce que je vais vous raconter sur la vallée de la Seine. Pourquoi? Parce que un des facteurs, il y a un facteur de changement très important dans le paysage qui est donc le changement climatique. Il y a un deuxième facteur qui est important, qui est aussi l'instabilité institutionnelle extraordinaire. Le champ de recomposition permanente des territoires, par exemple, qui sont en fait notre lot quotidien. Moi, j'ai appris, quand j'étais sur les bancs de l'école, j'ai appris les rudiments de l'intercommunalité. C'était la fin des années 90. C'était les successions de lois Pasqua, Chevènement, Voynet qui ont installé l'intercommunalité en France. J'ai développé, ne serait-ce que ma thèse, mes premiers travaux sur l'analyse des politiques de paysage, des chartes de paysage, sur des bases de territoires qui aujourd'hui sont pulvérisées, qui n'existent plus. En Auvergne, on avait travaillé à l'époque, y compris avec Victor Miramant, on avait travaillé sur l'analyse d'une politique publique de charte architecturale et paysagère. C'était passionnant parce qu'en fait, on avait toute une région administrative qui était quadrillée, couverte par des chartes architecturales et paysagères. Donc ça donnait déjà un corpus de travail extraordinaire. C'était une des régions en France qui avait le plus systématisé, par exemple, cet outil-là, qui est comparable à un plan de paysage. Aujourd'hui, en fait, la région n'existe plus en tant que telle, hein, elle a été fusionnée avec Rhône-Alpes, et toutes ces intercommunalités n'existent plus non plus. Et ces documents, cette mémoire, qu'est-ce qu'on en fait? Et ces expériences, justement, qu'on engendré, qu'on démarré de nombreux chargés de mission, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, c'est ça qui m'intéresse et qui me questionne, nous, sur le temps long de suivi et d'échange qu'il faut mettre en place pour en fait avancer et construire les choses, alors qu'en fait elles s'effondrent en même temps. Hein. Vous voyez ces jeux vidéo où les personnages là dans les plateformes, à peine ils arrivent sur une plateforme, elles s'effondrent. Ben, ça c'est nous. Ça c'est nous. Moi c'est ça depuis tout le temps. Enfin depuis, moi je travaille depuis 20 ans, plus de 20 ans. Ben, c'est ça en permanence. Et ça se recompose et il en ressort aussi par contre des choses parfois assez surprenantes et assez nouvelles. J'avance un peu pour justement vous parler un peu de ce qui s'est passé dans cette vallée de la Seine. C'est un territoire de projet, là encore, qui est à cheval sur deux régions administratives. En fait, 3 si on considère que la région Normandie c'est le produit aussi d'une fusion, comme Nouvelle-Aquitaine a été le produit de fusion de 3 régions. La Normandie, c'est la Basse et la Haute-Normandie qui ont été rassemblées, réunifiées. D'où vient en fait l'idée de travailler, alors là je parlais d'enjambement tout à l'heure, là on va faire un enjambement assez considérable parce qu'on va travailler à cheval sur 2 très grandes régions administratives, hein, des régions, donc la région Île-de-France et la région Normandie. Plutôt une partie de la Normandie, en fait, on va travailler on va regarder ce qui se passe en fait le long d'un fleuve qui est la Seine, la vallée de la Seine, de Paris à la mer. Et quand je dis de Paris à la mer, c'est pas de Paris à l'embouchure de la Seine, c'est de Paris à la baie de Seine. C'est donc de Paris quelque part jusqu'à la pointe du Cotentin. Alors d'où vient cette idée de travail finalement, de coopération entre 2 grandes régions, et puis surtout la question que vous vous posez peut-être, c'est quelle place les paysagistes ils peuvent y trouver dans un truc aussi grand, aussi vaste, et quelque part un peu gazeux, parce qu'en fait on est dans des politiques un peu supra-régionales. Ça vient au départ de la consultation internationale sur l'avenir du Grand Paris, qui avait été menée tambour battant sous la présidence de Nicolas Sarkozy, et dont avait émergé, parmi la myriade de propositions des équipes internationales, d'architectes, d'urbanistes et de chercheurs qui avaient participé à cette consultation, avait émergé cette notion de Seine métropole, Paris, Rouen, Le Havre, dans le cadre du travail mené par Antoine Grimbach, l'urbaniste architecte Antoine Grimbach et ses associés.
Et d'où avait émergé finalement une proposition de considérer non pas le Grand Paris comme vraiment le Paris intramuros et sa couronne francilienne, en fait, sa couronne périurbaine, mais de considérer un espace séquanien, un espace vraiment de développement, un espace d'infrastructure, un espace de vie qui s'étend jusqu'à la mer, notamment jusqu'au Havre, où se trouve le très grand port maritime du Havre, qui est un peu la façade portuaire française sur la Manche, le trafic mondial, qui tente c'est tout petit à côté de Rotterdam et d'Anvers, mais ça reste malgré tout. L'idée, c'était que voilà, il y a dans le discours parfois un peu grandiloquent sur les métropoles, l'idée c'était que si Paris voulait être une ville-monde, il fallait son grand port. Et donc on se mettait à reconsidérer cette histoire, qui est une histoire longue, hein, puisque le port du Havre a été créé par François Ier, et à reconsidérer un peu, à donner un sens à cette territorialité qui est complètement extra-parisienne et qui va comme ça de Paris à la mer. Et donc le rapport de Grumbach et associés comporte de nombreuses propositions sur la manière de traiter possiblement ce territoire, avec notamment l'idée de l'équiper d'une voie de TGV qui serait une sorte de grand métro à l'échelle régionale, quoi, même plus que régionale, vous voyez, pour desservir et rendre plus facilement lisible cette organisation territoriale le long de ce corridor de la vallée de la Seine. Corridor qui est à la fois un corridor infrastructurel, vous voyez, avec des porte-containers, des voies de chemin de fer, des autoroutes, mais qui est aussi un peu plus qu'un corridor d'infrastructure, qui est aussi le site où les impressionnistes ont peint, qui est un ensemble de milieux naturels, de boucles, de falaises absolument extraordinaires, et qui s'ouvre après sur la baie de Seine, qui est un espace d'une autre nature. Et donc l'État, en fait, alors il y a eu depuis ces 10-15 dernières années, il y a eu aussi des contacts politiques très très fructueux et très très nourris, en fait, par exemple entre Le Havre et Paris, puisque Antoine Ruffnac était très ami de Nicolas Sarkozy. Édouard Philippe, maire du Havre, a été donc Premier ministre enfin voilà, toute la première partie du quinquennat Macron. Et donc ça a aussi beaucoup Bernard Cazeneuve, élu de Cherbourg. Enfin, vous voyez, il y a eu comme ça beaucoup en fait, depuis assez longtemps, il y a un dialogue politique très important entre Paris et la Normandie. Peut-être une question de proximité, peut-être une question d'état d'esprit aussi. Ça, je suis pas assez. Je pourrais pas développer ce point. Toujours est-il que l'État et les régions mettent en place dans ces années après ces années 2009 un schéma de développement pour cette vallée de la Seine, pour lui intégrer, ne pas en faire, l'enjeu étant de dépasser vraiment le cadre des infrastructures, de ne pas de voir les choses autrement que comme un ensemble fonctionnel de corridors d'infrastructures, de porte-conteneurs, de quais de déchargement, d'entrepôts logistiques et autre chose. Mais ça veut dire que, quelque part, qu'est-ce que c'est le reste? Vous voyez, qu'est-ce que c'est le reste? Le reste, c'est des espaces de vie, sont des espaces de formation, sont des espaces de nature, sont des espaces de respiration, sont des cultures, c'est une histoire culturelle très importante, c'est l'histoire du débarquement, c'est l'association de terroirs, etc. Et donc cette approche-là, elle a été en fait amenée par la culture aussi d'un préfet coordinateur, François Philizot, qui a été nommé en 2013 par le gouvernement, à la tête d'une toute petite mission qui dépendait du Premier ministre, donc une délégation interministérielle à l'aménagement au développement de la vallée de la Seine, et François Philizot est un ancien de la DATAR, un sigle qui doit vous dire quelque chose, et il a amené une manière de travailler, surtout. Il a amené une manière de travailler, une manière d'assembler quelque part entre eux des acteurs. De faire travailler les gens ensemble, et des gens qui sont pas forcément ceux auxquels on pense pour installer le cadre d'un grand schéma d'aménagement comme ça, comme celui-ci. Dont c'est là qu'on arrive. Pardonnez-moi, ça a été long. Dont des paysagistes. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans? Alors les paysagistes, mais ils sont dans ces histoires depuis longtemps. Je parlais de Jacques Gard. En fait, ils sont dans ce qu'on appelle les auréames depuis les années 60. En fait, ils sont là-dedans. Et
En fait, ils y sont à bas bruit, très souvent. Ils sont paysagistes conseils de l'État, ils sont dans plein d'endroits, plein d'échelons. Ils sont inspecteurs des sites. Ils peuvent... Bon, nos parcours administratifs, dans la haute administration, on n'est pas très doué en fait encore, hein, mais on y est. Enfin, je dis voilà, c'est très professionnel ce que je dis, mais on y est. Et il faut espérer qu'on y sera de plus en plus nombreux et surtout de plus en plus influents. Bon, c'est autre chose. Alors maintenant, pourquoi un réseau paysage? Pourquoi un réseau? Qu'est-ce que c'est que ce terme de réseau paysage et comment on installe avec la délégation à l'aménagement de la vallée de la Seine, cette réponse, cette méthode, ce principe de travail. Au début, les choses ne sont pas du tout tracées de cette manière-là. Notamment les directions régionales de l'environnement associées à l'élaboration du contrat de plan. Alors, tout ça se formalise dans un contrat de plan. Ça va être, alors, très techno. C'est bon, vous êtes prêts? Contrat de plan État-région. Vous voyez ce que c'est? Ça installe le cadre, disons, de discussion budgétaire entre l'État et les régions, avec des fléchages de crédits, d'aménagement du territoire sur plusieurs postes, sur des grands axes structurants, etc. CPIER, le terme, en fait, c'est le contrat de plan interrégional État-région Vallée de la Seine. C'est-à-dire que l'État, à ce moment-là, décide que, plutôt que si on veut créer, par exemple, une ligne nouvelle, une voie de chemin de fer entre Paris et la Normandie, on va pas la financer par la Normandie, par l'Île-de-France, on va installer une démarche de co-construction entre les régions pour que, par exemple, l'infrastructure soit pensée idéalement par rapport aux flux logistiques, par rapport aux flux de circulation, par rapport aux villes qu'elle dessert, par rapport au cadencement, par rapport à l'articulation avec les réseaux régionaux, etc., etc. Et que ce travail d'articulation, il doit être très fin et il doit être positionné avec une méthode de travail un peu nouvelle. Et c'est cette méthode, je pense, qu'a amené le préfet Philizot pendant les années où il a été à la tête de cette toute petite équipe de la vallée de la Seine. Donc, c'est un cadre de financement, un contrat de plan. Et c'est conséquent, hein, c'est 1,5 milliard d'euros en l'espace de 5 ans. L'infrastructure comme une voie de chemin de fer nouvelle entre le Paris et la Normandie, c'est probablement, je crois, je suis pas très doué avec les chiffres, mais c'est de l'ordre de 30-35 milliards d'euros à l'horizon 2040 ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, ça vous donne un peu les échelles, les gabarits dans lesquels on s'installe. Ce sont aussi des infrastructures portuaires très lourdes, hein, qui nécessitent des financements absolument considérables. Le moindre équipement portuaire étant évidemment associé à l'ensemble de ces investissements. Mais c'est pas que de l'investissement, c'est pas que de la route, comme je vous le disais, c'est aussi une culture de l'aménagement, c'est aussi une vision un peu nouvelle sur l'espace séquanien, sur l'espace de la vallée de la Seine. Et donc, nos partenaires, on commence à réfléchir notamment avec les directions régionales de l'environnement. Et très vite, ils nous font une demande qui est assez, en fait, assez proche d'un atlas de paysage ou d'une sorte de super charte de paysage, de super plan de paysage, qui serait comme ça un document de fond, un document de référence, qui permettrait de résoudre toutes les questions paysagères du monde sur le territoire de la vallée de la Seine. Alors, cette demande, elle est pas très claire, elle est pas très cadrée, et elle nous embête beaucoup. Parce qu'en fait, d'une part, elle remonte à l'école du paysage à Versailles. Je pourrais vous expliquer pourquoi. Elle nous met en porte-à-faux par rapport à une commande d'atlas de paysage, de plan de paysage qui relève de la profession. Et même si elle s'adressait à la profession, de toute façon, elle nous aurait quand même embêtés. Parce qu'en fait, on est sur une échelle d'aménagement gigantesque, absolument considérable, que l'équipe de Grimbach, finalement, avait traité sous une entrée très monumentale. L'idée une des idées phares qui a été retenue du projet de Grimbach, je ne sais pas si vous l'avez en tête, c'est cette idée de prolongement de l'axe de la Défense, des Champs-Élysées jusqu'à l'ouest, mais c'est pas avec ça qu'on installe une territorialité vécue, une bonne articulation entre toutes les problématiques, etc. Il imaginait une sorte de super agence d'urbanisme qui piloterait tout ça. Mais là encore, la décision, elle se prend pas uniquement dans une seule structure, elle est forcément décentralisée, complètement, voilà, elle doit être juste à la bonne échelle, quoi, et dans la diversité des territoires. Donc
Donc là-dessus, le rapport Grimbach pouvait pas donner toutes les clés. Il était trop, peut-être, à mon sens, trop tourné sur une vision monumentale du territoire et peut-être sur une vision finalement un peu parisienne également, en tout cas francilo-centrée. Je sais pas comment pariso-centré, c'est un travers qu'on peut imaginer forcément, enfin qui est tout à fait imaginable. Et les Normands disaient notamment, non. Nous, c'est pas que le Havre. Regardez, c'est le Cotentin, c'est toute la presqu'île, c'est l'ouverture sur la Manche, la baie de Seine. Il y a des enjeux aussi considérables sur ces territoires. Et donc nous, on était. C'est à ce moment-là, en fait, qu'on a fait le choix, en fait, poser l'hypothèse avec la petite équipe de chercheurs qui était autour de la table, avec le préfet Philizot. Poser une autre hypothèse. Essayons de prendre les choses autrement, de réfléchir autrement les choses, et on va essayer d'échapper finalement à l'idée de faire une sorte de méta-schéma ou de méta-projet qui serait une forme de projet ou je sais pas, de super plan de paysage. C'est trop grand, c'est trop vaste, c'est trop immense, c'est trop divers. Enfin, je veux dire, il faut pas penser les choses comme ça. C'est trop dangereux. Et du coup, on s'est dit plutôt, allons chercher plutôt la compétence là où elle est, et essayons de voir comment installer une compétence sur la question du paysage dans le cadre de ce contrat de plan État-région un peu particulier. Où est la compétence? Je parle bien de compétence sur le paysage, je parle pas de présence de paysagistes. À la limite, on s'en fout. C'est dans un premier temps savoir qui s'intéresse à la question paysagère, pourquoi faire, et pour résoudre quel problème. Et à partir justement de cette formalisation, de cette mise en réseau de compétences, là, cette fois-ci, allons vers des projets, mais aux bonnes échelles. C'est-à-dire qu'ils peuvent atteindre le maximum, ça sera un site, en fait, ce sera 1 kilomètre, ce sera pas le grand axe monumental entre Paris et la mer, on s'en fiche complètement de ça. Non, l'enjeu, c'est qu'il faut être à la bonne échelle, avec les bons outils au bon moment, et susciter surtout des projets, susciter des formes d'investigation, d'expérimentation sur un territoire comme ça, d'autant plus il a cet appui de l'État, cette vision forte, et puis cette espèce de hauteur qu'apporte cette délégation interministérielle. Alors, donc voilà un peu comment ça part. Et on s'appuie à ce moment-là beaucoup sur on regarde dans nos expériences les uns et les autres. Quand je dis on, c'est une toute petite équipe. Elle est réunie autour du directeur l'ancien directeur de l'école du paysage, Vincent Pifteau. Elle est réunie autour de Boris Mingui, qui était paysagiste à l'agence d'urbanisme du Havre et qui a été finalement l'espèce de partenaire opérationnel à l'autre bout pas à l'autre bout, mais enfin, vous voyez, un peu dans le territoire, pour que Versailles soit pas tout seul à décider, qu'on ait des relais sur place. Patrick Moquet, qui est politologue, dont je parlais tout à l'heure, quelqu'un que j'ai rencontré en Auvergne, mais qui venait d'arriver à l'école du paysage, comme moi, en fait, voilà, comme nouveaux enseignants. Et puis là, c'est là où on plonge un peu dans nos expériences, et on essaye de convoquer des choses. Et notamment cette clé de la compétence, Vincent Pifteau, dans ses travaux au sein de la DATAR, dans ses travaux d'HDR, en lien beaucoup avec des équipes de chercheurs qu'on a bien connus, notamment sur Clermont-Ferrand, sur AgroParisTech, parlait beaucoup d'ingénierie territoriale, questionner vraiment ce positionnement d'une ingénierie dédiée à l'accompagnement, au portage des projets de territoire. Ça vaut pour le paysagisme. Ici, c'est la photo de gauche. Je l'ai ressortie avec plaisir de mes disques durs. Elle était toute compactée, toute tassée au fond d'un dossier de sous-dossier de sous-dossier. C'est une photo prise en Auvergne un jour, quand on faisait avec Victor le travail sur le bilan des chartes paysagères en Auvergne. J'allais photographier ce champ qui a l'air ici complètement dévasté. En fait, on est sur un boisement de résineux qui venait d'être coupé dans le cadre justement d'une politique paysagère, d'une politique de gestion de l'espace. Et j'allais prendre cette photo et
ça avait permis de retrouver un paysage, de retrouver une vue. Et puis, j'étais avec le chargé de mission de la communauté de communes, et au moment de prendre la photo, je me dis, mais non, tu vas sur la photo. Tu t'installes, c'est grâce à ton travail, toi, de mise en relation des propriétaires, des subventions du département, d'élaboration de dossiers, de repérage cadastral, et tout ça, que cette réouverture paysagère, elle s'est faite. Donc tu t'installes là-dedans, et voilà. Donc Gaëtan, gentiment, a posé pour l'objectif, et ça a été pour moi vraiment un déclic, quoi, au sens où c'est vraiment de mieux cerner ces métiers, ces compétences nouvelles, qui sont pas nécessairement les compétences d'un paysagiste, qu'on peut apprendre dans une école de paysage, mais qui peut s'apprendre ailleurs, et qui font qu'à un moment, un projet à très grande échelle devient opérable, en fait, très opérationnel. Et puis est venue l'expérience de l'Atlas des paysages d'Auvergne, hein, dont peut-être Cyril Marlin vous parle de temps en temps, où avec les compagnons d'aventure, on équipe cette camionnette pour réaliser un atlas de paysages en faisant parler les gens, les acteurs de terrain, ce qu'on appelait les poissons pilotes, et pour faire réseau, en fait, pour faire qu'un atlas de paysages ne soit pas uniquement de l'ordre d'une strate documentaire, mais que vraiment on réponde à la question de la connaissance. La connaissance, c'est une information qui est, comment vous le dire, actualisée par un sujet. C'est la manière qu'est-ce qu'on fait d'une information, en fait, dans une action, dans une vie, etc., dans un projet. C'est ça la connaissance. Quand on dit un atlas de paysage, c'est un outil de connaissance. C'est un peu bizarre, mais en fait, ce qu'il faut, c'est qu'elle soit incarnée, cette connaissance. Et donc, nous, on faisait cet atlas en embarquant avec nous ces chargés de mission, ces naturalistes, responsables d'associations, etc., de tous horizons, en fait, pour livrer, entre guillemets, à nos commanditaires, autant un document de description du paysage que ces descriptions vues aussi au travers des yeux de ces gens, et puis derrière, un réseau de professionnels, de compétences mobilisables pour agir sur ces paysages. Donc on a rendu l'Atlas, ils ont fermé la région. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, ce sera pour une prochaine fois. Bon, ben voilà. Mais il en reste quelque chose de cette expérience, et je sais qu'elle continue d'infuser. Jean-Pierre Thibault m'en parle souvent, et ça continue malgré tout d'infuser un peu les consciences. Bon, la camionnette, je suis désolé, elle doit être à la casse depuis très longtemps, parce qu'elle était déjà un peu en fin de vie quand Victor l'avait achetée, mais elle a rendu des services absolument extraordinaires, cette camionnette. Et puis c'est à ce moment-là en fait qu'on a vu que se montaient en France, en parallèle dans plusieurs régions, des réseaux d'acteurs. Et avec une expérience pilote qui est alors aujourd'hui à nouveau en région Occitanie, mais à l'époque ça s'appelait Languedoc-Roussillon, c'était une partie de l'Occitanie. Et les gens autour de l'Institut toulousain du paysage, de Georges Bertrand, Philippe Béringuet, au moment où Laurent Lély aussi y participait, mais avait déjà fait ce travail d'élaboration, de repérage des initiatives, de comprendre comment ça s'articule, comment ça s'administre, comment ça se conduit. Et donc, ils avaient monté cette notion de réseau paysage qui existe toujours en Occitanie et qui est très actif, où les CAE notamment sont très actifs, les DREAL, l'État, enfin, il est très porté. C'est pas le cas partout, mais il est très porté, celui-ci. Donc, on avait cette référence. Laurent Lély et Philippe Béringuet étaient venus d'ailleurs le présenter au séminaire du LAREP. Il y a eu ce numéro de la revue Sud-Ouest européen qui fait un peu un bilan, ça date en 2014, de plusieurs... Il est en ligne sur Open Edition maintenant. Et nous, on avait fait un article avec Cyril, Victor, Marie et la bande pour raconter aussi comment on avait, au travers d'Atlas, imaginé de monter un réseau paysage qui a donné les bases de celui en Auvergne, et puis après refondu à une plus grande échelle. Bon. Passons, en tout cas, voilà un peu les expériences, puisqu'on parle d'expériences qui ont été un peu, en tout cas, dans lesquelles on a puisé pour faire ce travail. Reste maintenant à le porter et à le mettre en œuvre. Alors là-dessus, il y a à mon avis, si vous voulez faire un jour un réseau paysage, le premier enjeu, c'est d'avoir du monde, en fait. C'est que on s'est dit, pour vraiment faire ce travail entre Paris et la mer, il va falloir être tout le temps sur la route, tout le temps sur le terrain, aller vraiment à la rencontre des gens, passer du temps en réunion, pas hésiter à aller voir les coulisses aussi administratives, tout un environnement
faire du terrain, là, dans ce sens, c'était pas uniquement aller dehors. Hein. C'était, enfin, dehors au sens extérieur du terme. Hein. C'était pas forcément ça. C'était aussi aller enquêter dans les départements, voilà, dans plein de services et tout ça, pour voir un peu qui mobiliser, qui se mobilise et pourquoi sur la question paysagère. Et donc, l'école a créé une petite cellule, une petite mission Vallée de la Seine, et a recruté Joséphine Guillet, qui nous écoute peut-être. On regardera tout à l'heure qui est en ligne, et qui sortait à ce moment-là de l'école du paysage, et à qui on a confié les clés pour élaborer en fait les prémices de ce réseau d'acteurs, et puis derrière pour lui faire quelque chose, quoi. Donc l'enjeu, c'était de travailler avec cette mission, et puis en lien évidemment avec nous enseignants chercheurs, mais sachant que nos missions nous permettent pas forcément de faire tout ce travail de repérage. Et puis il y avait Boris Mingui au Havre, qui était le grand frère, et puis qui faisait qu'on avait aussi un appui avec lui sur nombre de projets et de politiques. Donc ça s'est passé comme ça. On a structuré les choses en d'abord en quatre grands événements, 4 types d'activités qu'on faisait chaque année. Des ateliers pédagogiques pour impliquer l'école dans sa dimension pédagogique, donc plutôt la question des ateliers pédagogiques régionaux, et d'impulser aussi des logiques de commande, de susciter des commandes d'ateliers chez les partenaires de la vallée de la Seine, parfois un peu exploratoires, notamment le premier qui a été un peu une sorte de révélation de ce paysage encadré par Thierry Laverne. Et puis un outil qu'on a appelé le voyage atelier, à destination, lui, des professionnels de la vallée de la Seine, où on reprend un peu les principes que je vous ai montré tout à l'heure de l'Atlas, mais là, c'est pas une camionnette 9 places, c'est un bus entier qu'on loue pour 2 jours, avec un lieu d'appui. On donne quelques éléments de programme, on donne un rendez-vous aux gens, on donne un rendez-vous, un lieu de rendez-vous, 1 heure, on organise très bien, quelques clés du programme, mais on divulgue pas tout. Et donc les gens nous font confiance, ils s'inscrivent, et c'est l'idée de construire ensemble une observation puis une réflexion sur le devenir d'un site avec une thématique, des invités. Mais en fait, on dit pas toujours exactement où on va. Vous voyez, alors on donne un point de rendez-vous, mais en fait, on ne donne pas l'ensemble du programme. C'est un peu une tradition à l'école aussi, je sais pas si vous faites comme ça, mais tous les voyages de rentrée à l'école du paysage sont toujours faits comme ça, hein. C'est des trucs, bon voilà, on ne sait pas trop où on va, mais c'est un peu les écoles de paysage, on dirait. Voilà. Donc, on fait ça avec on transpose aussi un dispositif pédagogique dans un cadre plus professionnel, et on peut se retrouver comme ça ici là sur la photo en bas. On est sur l'île de Tatiou, et autour de la photo, vous trouvez aussi bien des chargés de mission de PNR que des inspecteurs des sites, que des stagiaires, des étudiants, qu'un préfet, une forme d'horizontalité dans ces voyages qui est assez génial, parce que se mettent en place des connexions assez il y a des artistes qui ont été invités, il y a eu enfin bon, je vais pas tous les ils sont un peu dans le livre, on en parle, on peut à peine dévoiler tout ce qui s'est fait puisque ça change chaque année de programme, mais c'est un rendez-vous en tout cas incontournable et puis après il faut équilibrer sur tous les secteurs entre Paris et le Cotentin pour que aussi les acteurs s'y retrouvent et que on privilégie pas toujours le même terrain parce qu'il serait à mi-distance, donc il faut aussi aller sur les marges. Il y a eu beaucoup de voyages itinérants aussi faits avec une diversité d'écoles. Là, l'enjeu, c'est d'aller chercher les écoles d'art, les écoles de logistique, les Sciences Po, les écoles d'agro, enfin, d'essayer de construire, là, cette fois-ci, une plateforme pédagogique, mais beaucoup plus plurielle que celle qu'on crée à partir des écoles de paysage. Et puis, le point 4, c'est une journée qui s'appelle la rentrée du réseau, qui a lieu toujours à un moment de la rentrée, au mois de septembre. Et alors là, c'est vraiment l'espèce de vitrine plus institutionnelle, où on investit un grand amphithéâtre, ça peut être un théâtre, ça peut être la salle de réunion d'un conseil régional. C'est là où il y a une forme, voilà, une présence institutionnelle et politique plus importante, avec un bilan de l'année passée, et puis on annonce aussi le programme de l'année à venir. Vous voyez, donc ça roule comme ça, et puis chaque année ça repart.
Et Agnès Jacquin, qui nous a rejoint aussi dans la cellule qui vient d'en partir, mais aux côtés de Joséphine Guillet, avec toutes les deux, ont rajouté un étage à la fusée qui s'appelle la caravane des paysages, pour essayer, bon an mal an, en fait, de répondre à toutes les sollicitations qui ont été, qui venaient des territoires, parce qu'elles ont été très nombreuses à partir d'un moment. C'est-à-dire que plus, au départ, en fait, aujourd'hui, l'annuaire du réseau paysage, c'est 2000 personnes, hein, et c'est 200 à 300 personnes actives. Ça veut dire qu'en fait, ces personnes actives, ça ne veut pas dire qu'elles sont actives pour le réseau tout le temps, toute l'année, mais ça veut dire qu'en fait, elles font le lien avec leurs élus, avec des administrations, avec des assos, avec des sites, des problématiques paysagères. Elles font remonter des envies, elles font remonter Et nous, école, animateurs du réseau, c'est pas nous qui allons porter les projets, on peut pas. Je veux dire, ça tire de partout, puis c'est pas notre rôle. Il y en a partout. Et on peut pas répondre à la fois à la question de l'érosion dans le pays de Caux, de l'ensablement des vestiges du débarquement, de la disparition des prairies dans le Cotentin, de l'évolution du Grand Paris à Mantes-la-Jolie. Enfin, on peut pas. Schéma de carrière, le transport des terres, les problématiques, ça fuse de partout. C'est gigantesque. Par contre, on sait qu'on peut, avec des outils mesurés, avec nos petits moyens, de temps en temps répondre par des conférences, des appuis, organiser des débats, pour aider les personnes localement à faire appel aux bons professionnels, à faire les bonnes relations, un peu comme le font les CAUE, mais avec une dimension qui est plus de capitalisation, en quelque sorte, d'une expérience beaucoup plus grande que celle d'un département, puisque le CAUE reste inféodé à une notion de service aux communes, aux particuliers, et à l'échelle d'un département. Donc ça s'appelle la caravane des paysages, et elles ont fait un film l'an dernier qui raconte ce qui s'est passé. Donc voilà les 5 dispositifs. En fait, on va pas au-delà, mais c'est énorme. Enfin, pour 2 personnes à temps plein, c'est une petite agence en fait qui tourne pas 24 heures sur 24, mais en tout cas toute l'année pour réussir à planifier, structurer, bien organiser cette journée de rentrée du réseau. C'est 3 mois d'anticipation, 3 à 4 mois d'anticipation, si on veut que le jour J, on ait le maire de la métropole de Rouen, le président de la métropole de Rouen qui soit là, qui fasse le discours, qu'on ait le préfet, qu'on ait tout ça, et qu'on ait cette espèce d'accord et d'horizontalité dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est aussi un savoir-faire qu'au départ, qui est plus politique en fait, et qu'on n'avait pas forcément à l'école du paysage, que petit à petit on essaye d'intégrer en travaillant avec les équipes des cabinets, avec les chargés de communication des différentes agences d'urbanisme, pour aussi monter en compétence sur des questions qui au départ sont des questions plutôt qu'on voyait comme des questions périphériques au paysage, mais en réalité c'est en traitant bien ces questions qu'on crée des opportunités de paysage en fait. Donc il faut voilà, c'était l'enjeu de sauter une marche. Vous voyez quelques images piquées à Joséphine sur la dernière caravane des paysages qui s'est passée en plus à la sortie des confinements. Enfin évidemment tout ça a été assez rocambolesque, mais où ça s'installe, où à chaque fois en fait surtout aussi on essaye de documenter tout ça, c'est-à-dire que chaque action est relayée par ou l'édition d'un 4 pages, ou d'un 40 pages, ou d'un film, ou d'une note stockée sur la plateforme internet de la fiche du CPIER, etc., pour créer des ressources et tout le temps en fait permettre que les gens qui débarquent dans ce réseau, qui ont jamais vécu l'ensemble de l'aventure, c'est impossible, en tout cas puissent trouver assez vite des repères et puis des ressources pour nourrir et amener leur propre démarche. On leur demande quoi? On leur demande pas d'intégrer un réseau et d'en faire partie tout le temps. On leur demande de bien faire leur métier et de le faire savoir pour que d'autres après eux le fassent bien aussi, etc. Bon. Et petit à petit amener cet ensemble de réponses plus opérationnelles aux enjeux dont on parlait tout à l'heure. Donc vous avez en fait sur le site vdscène.fr, vous avez en fait un espace qui permet de stocker l'ensemble des productions du réseau paysage, les livrets pédagogiques,
les 4 pages, les films notamment, enfin voilà, en fonction de vos centres d'intérêt, vous pourrez toujours y trouver quelque chose. Et puis, je vais quand même finir par vous montrer quelques aspects du livre. Pourquoi pourquoi compléter tout ça par un livre? C'est que on est dans un... Si je fais plein écran, ça va, ouais. Du point de vue d'une école de paysage et d'un laboratoire de recherche, se pose la question du statut de cette expérience. Parce que finalement, on aurait très bien pu la penser complètement en dehors d'une école de paysage. Je pense qu'il y a des outils pédagogiques qui auraient manqué, mais parce qu'il y a des outils, il y a des transferts qui se sont opérés. Il y a la présence des étudiants qui aurait manqué, mais sur une dimension plus institutionnelle, plus d'animation, plus de relations politiques publiques, peut-être qu'on y aurait gagné en étant plus de plein pied avec des politiques d'acteurs, politique des sites, l'urbanisme, etc., etc. Bon. Et nous, on l'a mené aussi à l'intérieur d'un laboratoire de recherche qui a son propre agenda en termes de publication, en termes de production scientifique. Et ça a tellement carburé que l'idée d'installer des doctorats, des thèses, par exemple, dans ce réseau paysage, on n'a pas pu le faire. Et finalement, au bout de 5 ans, quand le contrat de plan est arrivé, alors il n'est pas arrivé complètement à son terme, mais il est arrivé au bout des 5 années d'objectifs, on s'est dit, il faut qu'on laisse une étape de tout ça, parce qu'on sait très bien aussi dans ces mondes-là que d'un trait de plume, dans un cabinet ministériel, on peut dire, bah non, la vallée de la Seine, c'est terminé, ou c'est pas comme ça. Finalement, on va revenir sur du tuyau, de l'infrastructure, et puis finalement, toute cette dimension culturelle et d'agitation de projet, pourquoi s'en faire? Et donc, on s'est dit, il faut qu'on sauve, il faut qu'on sauve cette expérience. Il faut qu'on la décrive. Et pour ça, en fait, on s'est dit, comment est-ce qu'on fait la compilation de tout ce qu'on a fait dans ce cas-là? Pourquoi le faire finalement dans un livre, alors qu'en fait, sur le web, il y a toute la diversité des supports? Et là, on s'est dit, on va en fait tester notre réseau. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va voir qu'est-ce qu'on peut lui faire à ce réseau. C'est un peu bizarre, mais on sait qu'il fait des choses, on sait qu'il se réunit, il y a les voyages, il y a tout ça. Mais finalement, est-ce qu'on peut lui faire produire aussi cette chose-là? Alors, nous-mêmes, on y ajoute notre strate de chercheurs. Il y a un chapitre dans le livre où je traite de toute l'histoire du réseau. Là, c'est le chercheur interne au truc qui parle, qui s'exprime. Mais l'idée qu'on a eue, c'était de se dire finalement comment le paysage, comment les gens se sont... Quelle stratégie, quel projet de paysage on trouve. Tous nos correspondants, tous nos relais, là, parmi ces 200 à 300 personnes, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et on est parti sur l'idée dans notre stratégie d'édition, en fait, de publier des récits et des documents de projet sur des réalisations. C'est-à-dire qu'on a lancé une sorte de grand brainstorming un jour au Havre avec les gens pour dire qu'est-ce qui mériterait de sortir, mais en tant que projet abouti ou en cours d'aboutissement réalisé. Pas des prospectives. On a essayé de mettre ça de côté. Pas des visions pour après, ça on en a fait beaucoup, mais on s'est dit au fait, c'est quoi la culture, le noyau de base de notre culture, et dans quelle direction ça part. Et puis, on a demandé aux gens d'écrire. On n'a pas envoyé un journaliste ou une équipe pour écrire à leur place. On leur a demandé de décrire ce qu'ils avaient fait, d'où ils étaient partis, et d'essayer d'avoir aussi une position critique, un peu de recul par rapport à leur action, par rapport à leur production. Alors ça a donné cette liste qui après se décline en étant avec le souci d'être aussi Normandie, Île-de-France, Cotentin, Paris, Rouen, que chacun soit représenté, etc. Le petit village comme la grande métropole, etc. etc. Toutes les thématiques possibles. Et on a proposé ce voyage. Alors là, c'est juste c'est le repérage sur la carte des paysages qui nous sert toujours de fond pour l'ensemble de l'aventure.
Mais le sommaire du livre, c'est un voyage en fait de Paris jusqu'au Cotentin, en allant comme ça de projet en projet. Quand je dis Paris, c'est Paris et proche banlieue. Ça part en fait d'une opération de désimperméabilisation à Aubervilliers, menée par nos collègues de Wagon Landscaping. Et puis, ça passe par la protection du foncier lié au maraîchage en périphérie de métropole, bon, sur la plaine de Montesson, la gestion des forêts face au changement climatique, des projets plus installés liés à des propositions de parc, le parc du Peuple de l'Herbe de l'agence Terre. Mais là, c'est le maître d'ouvrage qui présente le projet. C'est pas le paysagiste c'est pas le journaliste chargé de décrire l'espèce de petit laïus. C'est autre. On essaye d'installer aussi un rapport un peu plus analytique et critique à l'espace. Ça peut être des toutes petites choses de restauration, de morceaux de confluence, de continuité écologique. Ça peut être des choses presque invisibles dans le cadre de réserves naturelles. Ça peut être l'expérience agronomique absolument passionnante qui est menée à la bergerie de Villarceau depuis plusieurs années sur le Vexin. Et vous voyez, comme ça, on va d'est en ouest, on progresse. Et puis on repère comme ça des projets alors qui sont plutôt portés sous l'angle participatif. Que vient faire une unité de méthanisation à Gaillon, comment elle s'inscrit dans un territoire, dans une logique aussi de relation d'acteurs, dans la perspective de la transition, etc. Comment on gère un site, vous voyez, on décale le regard sur quelque chose d'aussi connu que Château-Gaillard. C'est pas l'objet focal du site qui compte, c'est la gestion des coteaux tout autour, etc., etc. Et donc sur une trentaine de projets comme ça, on navigue. Alors il se trouve qu'on a fait beaucoup travailler tous les chargés de mission, paysagistes, chargés de mission de conseil d'espaces naturels, d'agences de l'eau, etc., agences d'urbanisme sur cette opération, pardon, je défile très vite. Et puis en fait, pour la stratégie du livre, pour faire le livre après, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de documents, d'images qui manquaient. Et avec le photographe Pierre-Angèle Vin, qui est un vieux compagnon de route, y compris pour l'école du paysage de Bordeaux, on a fait le voyage nous-mêmes pendant une semaine. On est partis tous les deux. On avait toutes les fiches de site. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est le travail photographique complémentaire, souvent pour trouver des angles de vue qui n'étaient pas forcément documentés ou appréhendés par les auteurs du livre, et pour essayer aussi d'installer petit à petit un récit photographique plus cohérent d'une page à l'autre. Je ne sais pas si c'est réussi ou c'est raté, mais en tout cas, pour inscrire aussi les projets parfois dans un contexte, une topographie plus large, et ça a été assez passionnant avec Pierre d'écrire le livre aussi sur le terrain en faisant ce voyage photographique. Donc voilà. Et à la fin, voilà, ça donne cette espèce de parcours. Et moi, pour avoir fait ce trajet de projet en projet, je peux vous dire que ça a été extrêmement formateur. Enfin, j'ai pris conscience de la valeur de ce corpus aussi en le parcourant. Et je me dis que on affecterait 7 jours de travail tous les agents des collectivités de la Normandie pour faire ce trajet, un peu comme les Compagnons et le Tour de France. Mais là, ça prendrait en 7 jours, ils peuvent le faire. On aurait une ingénierie qui monterait encore plus en compétences, et ça serait très très intéressant. Enfin, ça sert à ça ce bouquin. Voilà, alors il y a 2 autres parties, pardon, je passe, ça fait mal à la tête, je sais, j'aurais dû sélectionner, mais je voulais un peu avoir le stock et puis pouvoir revenir après dans les questions si vous le souhaitez. Donc après, il y a une deuxième partie qui est plus compacte, où on raconte en fait ce que c'est que ce réseau paysage, comment on s'y est pris, d'où ça vient, quels ont été un peu les principes, le protocole, un peu cette histoire que je vous ai racontée. Donc ça c'est mon travail de chercheur aussi, c'est la plus-value de faire ce travail appuyé sur un labo de recherche. Il faut aussi cette prise de recul, elle est sûrement très maigre par rapport à l'ensemble des enjeux qu'on a manipulés, mais peu importe, c'est déjà un premier jet, un premier pas. Et puis
Et puis la troisième et dernière partie, c'est plus une partie prospective qui a été bâtie à partir d'une méthode pilotée par donc la cellule, la mission Vallée de la Seine à l'école, à l'ENSP, Agnès Jacquin notamment, et qui a installé d'abord une plateforme de discussion, de débat avec les acteurs, comme on l'a toujours fait dans le cadre de Voyage Atelier, en essayant de se focaliser sur l'idée de réunir ce panel de projets, de se dire mais comment construire une image territoriale aussi large, avec aussi cette diversité d'actions, cette espèce de dispersion, qui est une des conditions finalement de la transition, c'est-à-dire d'agir sur plein de paramètres en même temps, de mettre en système, de mettre en réseau, et puis comment trouver après une narration efficace pour tout ça. Parce que vous vous souvenez, au début, l'État voulait faire une grande carte, quelque part, de ça, une sorte de grand plan de paysage. Et en fait, on a découvert que la cartographie, elle pouvait pas se faire sous une forme en 2 dimensions, comme dans une carte traditionnelle. Elle pouvait se faire éventuellement à partir de narration au pluriel, de narration assemblée, de narration en système, et articulée avec quelques éléments géographiques qui fassent le fil conducteur, notamment nécessairement le fleuve. Et donc de narration, de fiction en fiction. Agnès, avec évidemment Joséphine, et puis l'appui aussi graphique de plusieurs personnes, une graphiste, les compétences en arrière-plan de Stéphanie Butier, qui est paysagiste et illustratrice, et normande. Et voilà, elles ont bâti d'abord des scénettes, elles ont bâti des scènes qui amenaient ces éléments de transition. Celle-là, celle en haut à gauche, je l'aime beaucoup parce que il y a les brebis qui pâturent sur des espaces promis plus ou moins à la submersion sur le littoral normand. Pour le moment, ce sont des marais protégés par des cordons dunaires, mais dans quelques temps, ce sont des lagunes, ce sont des prés salés. Et donc, comment on anticipe avec les agriculteurs la transformation de ces pratiques agricoles sur des secteurs aussi fragiles. Et donc là, nos brebis du Cotentin, nos roussines, elles boutent déjà l'herbe, elles amènent déjà en fait l'anticipation de la transformation nécessaire de ce territoire. Et en fait, chaque scène, je ne saurais pas vous décrypter l'ensemble parce qu'en fait, c'est d'une richesse et d'une complexité incroyable, mais chaque scène, en fait, raconte quelque chose, et c'est cet assemblage de scénettes, en fait, qui fait après la question des sols, et qui fait, une fois bout à bout, cette image, cette grande frise que vous avez vue et que je peux vous remontrer, qui est cette grande carte narrative de la vallée de la Seine. Là, voilà. Alors ça mesure à l'échelle, enfin, il n'y a pas d'échelle, mais si on veut vraiment l'imprimer, il faut que ça mesure à peu près la surface du tableau derrière moi, et que chacun puisse vraiment s'y projeter. À l'échelle de la couverture du livre, ça marche moins bien parce que ça casse tout le détail. Voilà, c'était pas évident de faire une affiche pour ça avec un truc aussi profus, mais c'est intéressant de le faire, et c'est intéressant de se confronter aussi à ces nouvelles narrations, ces nouvelles cartographies, ces nouveaux systèmes de représentation dont on a besoin pour élaborer ces espèces de projets, et dont peuvent en fait partir plusieurs aventures. Voilà, alors je vais pas aller beaucoup plus loin. Le réseau paysage se poursuit, l'aventure se poursuit. Beaucoup de gens sont partis, ont tourné, les postes, les compétences, tout ça, ça bouge. Et ce qui est intéressant dans cette logique de réseau, c'est que finalement, vous pouvez quitter votre poste, par exemple d'inspecteur des sites, aller dans une métropole, mais quelque part dans une logique de réseau, on vous garde toujours, vous êtes toujours sous la main. Et puis peut-être que ce nouveau poste, vous l'avez dégoté parce que vous avez été mis en relation avec le directeur des services au cours d'une conférence, d'un événement du réseau. Donc il y a une sociabilité aussi derrière un réseau. C'est pas uniquement un réseau distant de trucs comme un réseau social numérique. C'est vraiment des amitiés aussi qui se nouent de voyage en voyage. C'est aussi quand on part en voyage, forcément, c'est pas toujours des trucs
Et puis cette espèce d'horizontalité où vous vous retrouvez le soir à discuter, comme je vous dis, aussi bien avec un préfet qu'avec des gens qui sont encore dans des cursus d'études, c'est super intéressant. Donc ça sert à un réseau. En fait, ça sert aussi professionnellement en termes de carrière. C'est pas un mot qu'on... Vous avez parlé de carrière cet après-midi avec les étudiants? Non, c'est peut-être pas un mot. Non, c'est pas un mot qu'on brandit. Mais en fait, faut à un moment aussi se projeter dans une carrière. C'est-à-dire que là, vous, étudiants, vous êtes assis côte à côte, vous êtes tous étudiants, vous êtes dans cette espèce d'horizontalité, d'équité de statut. Mais un tel et un tel, dans 20 ans, vous en aurez un qui sera paysan boulanger, l'autre à côté sera assistant dans une boîte, dans une agence de paysage, un autre sera au sein d'une DREAL ou dans ce que l'État aura imaginé comme ingénierie plus tard, etc. Donc vous allez, ces carrières, elles vont se nourrir les unes les autres. C'est-à-dire que pourquoi les grands corps ils réussissent? Quand je parle des grands corps, c'est pas les grandes carcasses comme moi, c'est les grands corps d'ingénieurs. Eaux et forêts, ponts et chaussées, etc. Mines. Pourquoi ils ont réussi? C'est parce qu'en fait, ils s'épaulent. Ce sont des gens qui font des annuaires, qui écrivent des annuaires, qui entretiennent des réseaux, qui font ce travail de mise en contact, d'épaulement, d'appui, etc., de copinage, mais dans un sens qui va aussi, qui sert à porter des projets. Donc les réseaux paysages, ils peuvent servir à ça pour vous. Alors, en tant que paysagiste, c'est là toute la question que pose l'existence d'un organisme comme la FFP. Seul, on n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'en fait, il faut dégager des moyens pour animer ces réseaux. Et le contrat de plan État-région nous a permis d'accéder à ces moyens. C'est inscrit dans un contrat de plan État-région. Et ça a coûté très peu cher par rapport à un contrat de plan État-région. Je vais vous donner des chiffres. Joséphine m'en a envoyé cet après-midi, moi je les oublie systématiquement, j'ai repris. Je vous ai dit tout à l'heure, le CPER, c'est un demi-milliard d'euros, 449 millions d'euros sur 5 ans. Nous, là-dessus, l'an dernier, on coûtait 220 000 euros. Deux salaires, c'est 85 000 euros. C'est rien du tout. Mais par contre, je peux vous dire qu'à l'échelle d'une école de paysage, ça change quelque chose. D'un labo de recherche, là, les collègues, ils savent de quoi je parle, quoi. Donc, et ça, je pense qu'à l'avenir, il faut qu'on aille vers là, dans toutes les régions. Dans toutes les régions. C'est-à-dire inscrire ces réseaux paysages. Le paysage, il n'est pas doté d'une administration, vous le savez. Il est ventilé, émietté dans tout un tas de bureaux qui sont tout le temps en mutation, tout le temps en réforme, en refonte, et qui n'arrivent pas à installer un suivi pérenne et consistant, une vraie capitalisation de l'expérience de paysage, et notamment des paysagistes. C'est une catastrophe absolue. Pour nous, pour la profession, pour vous, jeunes gens, c'est une catastrophe absolue. En fait, on est tout le temps dans un processus de sable mouvant qui s'auto-engloutit en permanence. S'il n'y a pas un appui, un support qui capitalise, qui assure, qui anime et tout ça, c'est pas la peine. Donc je pense que cette animation, si elle ne se fait pas à partir d'un ministère, elle peut se faire à partir de ces régions et à partir de ces structures de réseau paysage. Je pense que c'est une des hypothèses parmi les plus sérieuses qu'on ait à considérer pour les années à venir. Jusqu'à ce qu'on en trouve une autre, j'en sais rien. Vous aurez sûrement des tas d'idées, tant mieux. Moi, pour le moment, après 20 ans à graviter dans ces trucs, à avoir, comme je disais, ces jeux vidéo là qui s'effondrent, je ne vois que ça pour nous maintenir à flot. C'est-à-dire que Joséphine, aujourd'hui, qui est animatrice de ce réseau, elle peut partir ailleurs, ou Agnès, qui vient de partir à l'ONF, c'est très bien qu'Agnès soit partie à l'ONF. On a une compétence de plus dans le monde de l'ONF, et on sait que toute l'histoire de cette carte narrative, maintenant, quelque part, je suis certain qu'elle va faire absorber ça aux forestiers dans tout le nord de la France. Il en ressortira ce qu'il en ressortira, mais je sais qu'on va bien se marrer. On se marre bien avec Agnès. Et donc, et qu'il y a quelque chose d'extrêmement stimulant, surtout, qui en sort. Etc., etc. Donc, vous voyez, il y a cette dimension. Je pense que on est en train d'inventer une certaine sociabilité professionnelle au travers de ce réseau, et qui n'est pas que tournée
Alors c'est pas une critique pour la FFP, ils y peuvent rien les pauvres, qui est pas uniquement tournée sur la défense d'un titre ou de quelque chose qui est complètement nécessaire par ailleurs. Donc qui élargit en tout cas ce qu'on est à des gens qui sont complètement passionnés de paysage, qui n'ont pas été formés dans nos écoles, mais qui sont des partenaires, des compagnons de route absolument extraordinaires, et qui sont aujourd'hui les meilleurs ambassadeurs aussi pour les démarches paysagères. Je pense au Conservatoire du Littoral, tous les chargés de mission qui portent l'approche paysagère aujourd'hui au Conservatoire ne sont pas nécessairement des paysagistes. Alain va vous le dire la dernière fois, Alain Frété. Mais ce sont aujourd'hui eux qui font que vos compétences seront utilisées au bon endroit, au bon moment, avec des résultats. Et c'est ces résultats qui feront la légitimité de cette profession, de cette notion de paysage. Vous voyez, c'est quelque chose, voilà, c'est une sorte d'escalier comme ça qu'il faut grimper. Ça, c'était vraiment le message que je voulais vous faire passer. Après, alors est-ce que tout ça fait une école ? Un autre type d'école que nos écoles de paysage, qui doivent rester, hein, là-dessus je veux rassurer les collègues, je suis pas venu pour les exploser. Bon, on sait que nos écoles, elles fonctionnent très bien hors les murs également, hein. C'est là que même des fois on se dit on aurait envie qu'elles fonctionnent tout le temps comme ça, enfin en tout cas moi. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, ces réseaux, ce sont des lieux d'apprentissage. En fait, ce sont ce qu'on appelle en sociologie des organisations apprenantes. C'est-à-dire qu'elles cherchent toujours à se remettre à jour, à se critiquer, à prendre une distance et puis à essayer de monter en compétences au fur et à mesure qu'elles évoluent. Et évidemment, avec les enjeux de changement climatique, d'érosion de la biodiversité, il y a une nécessité en fait de tout le temps nous réévaluer nos modes d'action et en permanence. Donc on doit être nous-mêmes apprenants, organisation apprenante. Donc ce réseau, pour moi, c'est vraiment le cas d'une école, une sorte d'école de paysage hors les murs ou sans murs, comme j'ai voulu le dire. Et c'est donc une aventure de transmission. Est-ce qu'il faut continuer à généraliser? Je ne sais pas du tout ce qui se passera à l'avenir. Pour moi, en fait, tout ça, c'est à la fois très proche et très lointain. C'est pas si évident d'un point de vue institutionnel de tenir ça. En même temps, ce qu'on démontre nous à l'échelle du CPER, c'est que ça marche, et ça marche même, j'oserais dire, mieux que dans d'autres compartiments de l'action publique, qui sont plus inféodés à des logiques, plus mécanistes, plus hiérarchiques, plus quantitatives, je ne sais pas. Et donc, on a, je pense, su attirer l'attention aussi d'un certain nombre de décideurs et qui, j'espère, retiendront quelque chose de cette expérience. Voilà, merci à vous tous. Et merci à celles et ceux qui sont en ligne. Je ne sais pas si on peut les voir. En tout cas, il va y avoir des questions. Ah, bah, très bien. Je ne sais pas si Joséphine est avec nous, parce qu'elle pourrait vraiment répondre aussi à des questions. Je vois Stéphane, salut. Bon, bah, c'est sympa que vous soyez là. Vous pouvez montrer vos visages. Hervé, ah bah voilà, non mais Mathias, bon, c'est très bien, vraiment. Salut à tous. Anne-Lise. Pour le moment, vous êtes que des noms, des mots, mais n'hésitez pas à vous signaler si vous avez besoin ou envie d'intervenir. Enfin, vous êtes vraiment les bienvenus. On est un peu dans cette double... Ah, Benjamin. Je vais vous distribuer le micro. Pensez à vous présenter quand vous prenez la parole. Je vais le faire tout de suite. Du coup, je suis Alexandre Moissé. Je suis enseignant ici et je passe la parole à Benjamin. Bonsoir, Benjamin Chambellan, paysagiste. Bon, je commence parce que j'ai plein de questions et du coup, j'ai peur de ne pas les poser peut-être. Alexis, tu m'excuseras, merci d'être là déjà. Merci pour cette organisation. Je dis excuse-moi parce que j'aimerais que tu les notes. Je vais en donner 4-5 et... Oui, mais bon, mince, bah oui, mais bon, bref. Je l'ai dit quand même, et tu fais ce que tu peux, et après les autres enchaînent, mais... Pardon, j'ai trop de questions. La première, c'est, tu dis que le plan national et ta région
a eu cette entrée par le paysage. Et j'aimerais que tu clarifies un peu ça, en fait. D'où vient cette entrée? C'est-à-dire, voilà, tu as bien signifié qu'au départ, ils font appel à l'école, mais au final, ils ont fait ce choix préalable du paysage. Et donc, après, vous en faites ce que tu viens d'expliciter. C'est bon. Voilà. Ensuite, toujours dans des questions assez pratico-pratiques, tu dis ça dure toujours, les suites, et en même temps, tu dis que quelqu'un est parti. Tu dis aussi que il y avait 5 années d'objectifs dans son plan national État-région, et peut-être que j'ai raté quelque chose, mais tu disais 2 salariés sur 2 ans. Est-ce que tu peux préciser ces temporalités qui sont assez importantes à mes yeux, et du coup les suites, comment vous faites? Quels sont les budgets, les personnes, tu vois, pour faire vivre ce réseau? Parce que je vois bien à quel point ce travail a été vraiment passionnant, mais et à quel point il a tenu aussi sur toi et sur ces 2 personnes, je pense. J'avais une autre question sur la mobilisation de l'écrit, parce que en fait, ce travail me stimule beaucoup là, de dire c'est eux qui écrivent. Pour moi, il y a 3 choses. Tu dis c'est eux qui écrivent, donc il y a cette pratique textuelle que vous les amenez à faire. En même temps, il y a ce voyage photographique, donc c'est-à-dire tu viens documenter, compléter la documentation. Il me semble que tu l'as dit comme ça. Et enfin, il y a les scénettes. Et du coup, tout ça, je me demande comment vous avez ou vous imaginez, parce que bon, tout ça est peut-être encore très frais, et en même temps je connais le contexte dans lequel ce genre de travail peut être long et assez délicat, mais quand même je pose la question, est-ce que vous avez envisagé à un moment la capacité à mettre en débat en fait ces outils, c'est-à-dire ce qu'ils ont produit? Est-ce que vous vous en servez comme un nouvel outil du projet, un nouvel outil du réseau? Pareil pour ces photos finalement, est-ce que ces photos servent pour la mise en débat avec ces personnes-là? Est-ce que ça devient aussi un nouvel outil pour eux éventuellement? Et ces scénettes graphiques qui se transforment tout d'un coup dans une carte narrative qui a l'air extraordinaire, mais pareil, comment tu vois ces différents outils pourraient éventuellement les apporter pour les suites? Bon, je termine sur une dernière. C'est la question des valeurs, parce que tu sais à quel point c'est important pour moi ces questions-là, et quand tu explicites que tout d'un coup il y a ça devient en fait une démarche sociale, et tu parles aussi des amitiés qui se développent. Mais je sais aussi à quel point que dans un réseau comme ça, sur sa temporalité, la diversité des personnes, tu parles de 200 personnes actives, ça m'interroge sur la compréhension en fait et sur le partage des valeurs, ou en tout cas et même voire des controverses en fait que ça a pu exprimer. C'est-à-dire vous n'êtes pas tous sur le même niveau, j'imagine. Et donc ça m'amène au cœur de ces relations sociales et de ces amitiés, et peut-être même il n'y a pas que des amitiés. Comment vous avez vécu en fait ce bouillonnement humain, pour le dire autrement, et comment vous avez partagé ou non des choses sur les questions paysagères. Voilà. Allez, je m'y mets. Alors la première, c'est bien simple. Je vais faire la réponse la plus courte et efficace. Le préfet fait du vélo. Je répète, le préfet fait du vélo. Ça n'est pas un nom de code pour vous annoncer un parachutage d'armes de cette nuit au milieu du domaine universitaire. C'est pour vous dire que c'est un haut fonctionnaire qui assume de parler de paysage, qui observe le paysage, qui en parle très bien, et qui a lui-même toujours en tête l'évolution de ses propres paysages affectifs, et qui corrèle ça avec les décisions politiques, administratives que lui prend en tant que préfet. Donc il a cette espèce de réflexivité. Ça a été une discussion toujours très fructueuse avec lui. Donc il est venu vers l'école du paysage. Après, il y a des questions de jonction de personnes, de réseaux qui ne sont pas ceux du réseau paysage, qui sont les réseaux de l'aménagement du territoire. C'est-à-dire que quand on a un directeur d'école du paysage qui a été chargé de mission à la DATAR, préalablement, ça aide. Donc, surveillez bien qui sont vos directions, qui vous recrutez dans vos directeurs, directions et tout ça, parce que c'est leur réseau aussi qui fait le vôtre, quelque part, dans cette logique un peu non pas d'auto-engendrement, mais de développement, en fait, et de prendre de l'essor et de faire un pas de côté. Bon, c'est pas une réponse à laquelle tu t'attendais peut-être, mais il y en aura sûrement. Après, sur la temporalité,
c'est vrai que la première, les premiers 5 ans, ça se termine en 2020. On espérait, après 2020, en fait, un nouveau CPIER. Ça a pris plus de temps que prévu. En fait, on ne sait pas vraiment si les régions s'entendent toujours. Les régions, au sens très très hiérarchique du terme, hein, au sens les hauts étages. Nous, on n'est rien. On n'a jamais rencontré les présidents, présidentes de région, leur cabinet, tout ça. On a besoin de très peu pour exister, mais pour exister, il faut qu'ils s'entendent bien. Donc, pour le moment, en fait, ils prolongent le premier contrat de plan par des avenants. Et donc, ils dupliquent chaque année à peu près les sommes, les dispositifs, en attendant les présidentielles et en attendant, on l'espère, peut-être une deuxième phase. C'est pour ça qu'on a fait le bouquin, parce que ça peut s'arrêter. Ce sera peut-être pas un drame, après tout. C'était une belle aventure. Mais voilà, restera quelque chose à archiver quelque part dans les médiathèques. Et puis nous, on verra ce qu'on devient. En tout cas, a priori, on a des outils pour s'échapper et puis pour relayer, pour prendre appui sur justement sur ce réseau. Oui, donc salariés, c'est 2 personnes. Oui, c'est 2 personnes. Et en fait, mais le test, c'est quand elles partent. C'est ça qui est très très intéressant à vivre. C'est comment on fait tenir quelque chose au-delà de l'engagement des personnes. Et qu'est-ce que ça veut dire partir? Est-ce que c'est d'un coup, je claque la porte, je m'en vais, je pars, et je pars avec mon expérience, mon bagage? Ou est-ce qu'au contraire, je referme la porte très méticuleusement, très doucement, en laissant quelqu'un entrer, en prenant le temps de lui donner les choses, en prenant le temps de l'accompagner, de l'emmener à droite à gauche, de lui ouvrir les bonnes portes, qu'elle prenne appui, qu'elle prenne confiance, ne serait-ce que prendre confiance par rapport à sa manière d'être en réunion, face à des élus, des administrations, etc. Voilà, c'est ça qu'on a appris un peu tous ensemble et qu'il ne faut pas perdre. Et que, voilà, moi j'aime énormément quand Joséphine maintenant intervient auprès des étudiants aussi pour leur expliquer aussi comment, ne serait-ce qu'animer tout ça, quoi. Donc, est-ce que ça... Enfin, je sais pas. Après, c'est plein de questions. Je sais pas si je réponds vraiment. Mobilisation de l'écrit et des outils. Alors, c'est vrai qu'il faudrait qu'on prenne le temps maintenant de prendre du recul par rapport à tout ça. Et ça serait bien, en fait, que cette prise de recul, peut-être plus critique, elle soit pas menée par nous, mais par quelqu'un d'autre, de complètement extérieur. En fait, on a beaucoup souffert dans la recherche en paysage du fait que très souvent, les évaluations de politique, tout ça était de paysage, c'était assez endogène, quoi. Et par exemple, il faudrait que soit vous à Bordeaux qui fassiez cette enquête sur ce qui se passe dans la vallée de la Seine pour comprendre est-ce que finalement c'est mobilisé ou pas. Ça serait vous ou d'autres. Ça peut être Hervé à Angers, ça peut être plein d'autres, ou même des gens pas du tout dans le monde du paysage. Alors en ce moment, c'est marrant parce qu'on voit défiler plein de stagiaires de l'ENA. Alors comme ça un peu flotte, c'est beaucoup de stagiaires qui passent. Et alors ils découvrent tout ce qu'on a fait. Voilà. Donc c'est très intéressant, même pour nous, quoi, de nous confronter à des cursus auxquels on n'avait pas du tout l'habitude de se confronter. Donc j'espère aussi qu'on va faire des petits dans d'autres... dans d'autres structures pédagogiques et en lien avec derrière des corps actifs. Donc, nouvel outil, oui, en effet, oui, c'est vraiment un nouvel outil, mais qu'est-ce qui va en rester de... Oui, enfin, je sais pas. Je sais pas, et je pense que quelque part, faudrait qu'on puisse l'apprendre, mais par d'autres que nous. Sinon, on va vous dire, mais c'est génial, nous, on est super contents, et tout ça. Vous en foutez qu'on soit content. Ce qui compte, c'est que ça soit efficace, c'est de voir comment c'est efficace, et généralement, c'est efficace quand c'est détourné. Donc, c'est pas nous qui allons détourner l'outil qu'on a monté. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il va être détourné. Et après, sur les valeurs, alors, il n'y a jamais eu de charte, de documents qui énoncent les valeurs communes, par exemple, enfin, il y en a, mais ils ne sont pas discutés. Il n'y a pas, par exemple, dans la gouvernance du réseau, d'assemblée générale ou d'association, de portage. En fait, on n'a pas du tout institutionnalisé ou institué
c'est très souvent le voyage atelier qui sert un peu de moment fort, de temps fort, parce que c'est le seul moment vraiment où on se voit un peu à côté des temps très, très professionnels. Et c'est là c'est dans ces moments généralement qu'on se rend compte de l'extraordinaire charge de valeur que portent les gens qui viennent, qui acceptent de consacrer 2 journées de leur emploi du temps généralement très chargé pour s'impliquer dans ces voyages ateliers, pour nourrir une question qui n'est pas forcément la leur au départ, mais qui peut le devenir. Et oui, c'est là qu'on mesure en tout cas les connivences, les échanges. Et puis, on a vécu l'an dernier un drame qui a été terrible, mais terrible, ça a été le décès de Boris Mingui, qui a été notre alter ego, qui était un camarade de promo, qui était notre alter ego à l'agence d'urbanisme du Havre, qui a laissé un vide, mais monumental. Il était directeur de CAE. Et voilà, et du coup, en fait, on se rend compte qu'en effet, on a tous au-delà des engagements professionnels, oui, on a clairement tous des liens qui sont affectifs, quoi, très très profondément, bien au-delà de ces... Mais ça se dit pas trop, enfin, ça s'exprime dans des moments comme ça, mais je pense que c'est plus une connivence. Je sais pas comment c'est étudié tout ça, mais c'est pas mon métier d'étudier ça, je sais pas le faire, moi. Il y a peut-être des gens qui voudraient poser... Est-ce qu'on prend une question en ligne ou pas? On alterne? Il y a une main, je vois Annelise qui a levé une main. Tu veux poser une question? Oui, vous m'entendez? Oui. Bon, d'abord, merci beaucoup pour cette présentation. Et puis aux organisateurs qui permettent à des gens perdus comme moi dans un village savoyard d'assister à ce genre d'événement. C'est vraiment agréable. Ma question, c'est assez, on va dire, pratique. Enfin, je me demandais à la suite de cette expérience, donc le résultat, tu en parles bien, c'est la création d'un réseau de relations, de gens qui parlent de paysages, tout ça. Et puis cet ouvrage, ce livre qui recense des projets décrits par leurs animateurs. Je me demandais si vous aviez connaissance de projets, du coup, d'autres projets, de nouveaux projets qui seraient nés de ces rencontres, en fait. Voilà, c'est un peu la suite, en fait. Eh ben, pour moi, ça serait vraiment, pour te répondre, ça serait vraiment les 5 prochaines années, en fait. Mais je pense qu'en fait, il faudrait 10 années pour ça. Il faudrait qu'on nous laisse exister encore 10 années, s'il vous plaît, pour voir vraiment, pouvoir mesurer les résultats. Je pense que 5 années, ça sera assez court. Et que dans le paysage, dans les temporalités, de la maîtrise d'ouvrage, de la commande publique, il faut plus de temps pour qu'une démarche arrive vraiment à point, qu'on puisse aussi prendre le temps de la voir s'installer. Et en fait, dans 10 ans, où est-ce qu'on sera, nous, qui pourrait faire ce bilan, quoi. C'est là où il faut trouver peut-être un format institutionnel. Je pense qu'un labo, c'est là où l'école est bien, c'est qu'un laboratoire de recherche, c'est une institution un peu plus stable qu'une autre, quoi. Et c'est là où c'est important qu'on puisse vraiment savoir où on archive les choses, pour les transmettre aux personnes qui en auront besoin après. Mais oui, moi j'aimerais bien. Et en même temps, on n'a pas d'idée de ce qu'on veut faire, parce que c'est pas nous. C'est pas nous, école, de dire quel type d'expérience doivent être menées par les membres du réseau. C'est autre chose, c'est à eux de se saisir de tout ça, de s'inspirer, de construire les démarches. Et je suis certain qu'il va se passer des choses. Ça a commencé parce que je vous parlais des brebis tout à l'heure. Il y a le portrait d'un agriculteur dans le livre qu'on a fait, qui est dans le Cotentin. Ces prairies sont menacées par la submersion le jour où la digue rompra. Et en fait, entre le moment où on a écrit le texte avec lui et le moment où on lui a apporté le livre, les brebis, elles sont arrivées dans ces prairies. Vous voyez, donc on peut avoir des résultats à court terme, mais c'est un agriculteur et en fait, pour sauver le littoral français, il faudrait carrément une filière. Donc vous voyez, c'est d'une autre échelle. Mais on a besoin aussi de ces espèces de prémices et d'être là pour les observer. Ça veut dire prendre le temps aussi de revenir vers les gens, ce que Stéphane faisait toujours très très bien dans toutes ces recherches, de prendre le temps de revenir porter les résultats, les livres, les photos aux personnes qui ont nourri ces démarches. On leur doit, en fait. Et en fait,
en faisant ça, on apprend beaucoup de comment elles intègrent ces évolutions. Donc il y a des choses qui vont très vite, mais je pense que si on veut couvrir la superficie du spectre, il faudra bien 10 années, et encore. On aurait envie du livre 2, en fait. Alors, c'est dans 10 ans. C'est ça. Peut-être quelqu'un d'autre que moi pour l'écrire, mais en tout cas, oui. Ok. Merci. On repart dans la salle ? Si vous voulez, donc Marion Vaconsin, je suis paysagiste à Bordeaux, enseignante à l'école aussi, et donc présidente de la FFP Nouvelle-Aquitaine. Donc merci beaucoup pour votre présence. Moi j'avais une question et puis une remarque. Ma question, ça serait, enfin ça va de l'ordre du bilan aussi. Est-ce que vous avez justement remarqué que ce réseau a permis d'installer une véritable solidarité intercommunale, c'est-à-dire surtout quand on est sur ces questions de l'eau, amont, aval, des villes, de l'imperméabilisation, etc. C'est vrai que ça paraît incroyable, mais on n'a pas encore l'impression que sur ces échelles de territoire, il y a une véritable solidarité qui prenne en compte ces questions-là. C'est-à-dire là où je retiens l'eau, où je te permets de rester un peu hors d'eau, qu'est-ce que tu me rapportes, enfin, voilà, moi, c'était des questions qu'on se pose aussi avec Sonia, notamment sur le plan de gestion des ports de l'entre-deux-mers. Et puis là, juste la remarque, j'ai l'impression quand même, pour aller dans votre sens, que quand on fait effectivement des études en paysage, on s'aperçoit de plus en plus, mais même des projets de maîtrise d'œuvre un peu à grande échelle, que la maîtrise d'ouvrage telle qu'elle est au départ prononcée ou déclarée n'est jamais la bonne configuration, n'est jamais la bonne architecture de maîtrise d'ouvrage, et que le paysagiste a tendance, et de plus en plus là, ces dernières années, à créer sa propre configuration de maîtrise d'ouvrage, comme d'aller chercher les acteurs pour recréer vraiment son milieu en fait, de projet. Et j'ai l'impression que c'est vraiment une spécificité de notre profession. Dont on parle pas beaucoup, et là on commence effectivement à en parler. Il y a l'histoire du Fab Lab, du parc des Coteaux, il y a effectivement des expériences comme celle-ci, ces réseaux. Ça peut être dans d'autres projets plus urbains, voilà, d'autres types d'acteurs qu'on met effectivement en réseau, mais j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose à étudier, parce que je le vois depuis 20 ans. On passe tout le temps comme ça, en recréant les acteurs qu'il nous faut autour de la table. Oui, c'est un peu gonflé, mais oui, c'est vrai. Les paysagistes sont un peu gonflés en général. Hein. Parce qu'on disait souvent élargir la commande, reformuler la commande et tout ça. Et ce que tu dis est très très intéressant. Moi, je pense que ça mériterait d'être observé de près à plusieurs échelles pour voir en effet comment se reconfigure aussi le maîtrise d'ouvrage, l'assistance, et c'est vrai que ça pointe du coup la nécessité de cette maîtrise d'ouvrage très active, très très impliquée en fait, et très elle-même un peu réflexive, et c'est pas ce qui est pas toujours le cas. Enfin, on va pas s'étaler là-dessus. Et puis sur la question du plutôt intercommunal et du bassin versant, alors c'est vrai que la Seine c'est un fleuve assez particulier. Parce que chaque crue, par exemple, va charrier les crues se lisent par l'eau, elles se lisent par les déchets et par des myriades de déchets plastiques qui submergent toutes les berges. Et en fait, les élus ne nous ont pas attendus là-dessus. Ils ont créé en fait une association qui permet d'un peu d'échanger sur ces problématiques amont-aval. Mais c'est une association de communes riveraines de la Seine. Et alors nous, on travaille avec une définition de la vallée de la Seine qui est très très bizarre. Enfin, l'État nous a quand même tordu le bassin versant de façon assez spectaculaire, parce que d'une part, tout l'amont, en amont de Paris, n'existe pas. Hein, vous voyez, enfin, la Seine, elle prend quand même sa source assez loin de Paris. Mais là, ce qu'on appelle vallée de la Seine au sens de l'État, ça va de Paris jusqu'à Cherbourg. Donc c'est une drôle de géographie. Et c'est un peu injuste pour les gens du bassin versant. Parce qu'en fait, quand la prochaine crue, j'ai retenu ça une fois, une parole, encore une fois, je retiens pas bien les chiffres, mais la prochaine crue centenale, comparable à 1910 à Paris, on considère qu'elle ferait aux alentours de 40-45 milliards d'euros de dégâts. Donc cette solidarité à l'échelle d'un bassin versant, je pense que retenir l'eau en amont, ça serait un beau projet de paysage pour faire des économies plus tard. Et je ne pense pas que ça coûtera 45 milliards d'euros.
de remailler, de rendre les sols plus poreux sur l'échelle du bassin versant. C'est pour ça que l'Agence de l'eau s'intéresse de plus en plus à notre démarche. Des fois, on a l'impression que finalement, l'État s'est un peu désengagé de cette logique interrégionale et on se demande un peu ce qu'on va devenir là-dedans. Mais bon, il faut encore, là c'est très politique, c'est des échelons qui nous échappent complètement. Mais on voit qu'à un niveau technique et scientifique, par contre, l'Agence de l'eau, la ESN Seine-Normandie, elle est intéressée. Et comme d'autres agences de l'eau, Méditerranée, Adour-Garonne et tout ça, devraient être intéressées, à mon avis, beaucoup plus par ce qu'on fait dans les écoles de paysage et les solutions qu'on apporte. Parce que derrière, en fait, c'est sûr que le problème, c'est qu'on ne coûte pas assez cher, je crois, en fait. Je crois que c'est ça. Continue. Donc il y a une question de la part de Myriam Lédé qui est en ligne. Myriam qui est sur le bassin versant de la Loire. Voilà, exactement. Bonsoir Alexis. Et merci pour cette présentation qui est très claire. J'avais une seule question qui concernait l'Observatoire photographique du paysage. J'ai cru comprendre que ce système avait été implanté dans le cadre de ce réseau. Est-ce que ce grand projet n'est-il pas, comment dire, le point d'appui pour le futur? Voilà. Le projet d'observatoire, hein, tu veux dire? Oui, c'est ça, voilà. Alors, c'est vrai que l'observatoire, il a émergé dans un second temps. On a, nous, alors pas esquivé, mais on voulait pas être à l'école les maîtres d'œuvre ou les maîtres d'ouvrage d'un observatoire photographique des paysages, même si on connaît bien ces techniques, on connaît bien ces méthodes. Et là, il était important que ce soit les régions qui soient maîtres d'ouvrage et qui s'approprient pleinement cet outil. Donc il y a 2 missions photographiques qui ont démarré en Normandie et en Île-de-France, et avec l'enjeu, c'est d'avoir à terme une démarche commune. Moi, je vais être honnête, je ne crois pas qu'un observatoire photographique de paysage soit l'outil, le levier d'une démarche de pérennisation à long terme, d'animation, comme on le souhaite, d'une mise en projet de paysages sur ces grands territoires. Ça fait des années que je travaille sur les observatoires photographiques. Pierre-Angèle Vin, le photographe qui nous a accompagnés, a aussi un point de vue sur la question, parce qu'il a monté l'observatoire du Massif central depuis des années. Et je suis très partagé sur l'efficace sur ce qu'amènent les observatoires de paysages. Je crois qu'il fonctionne difficilement en France. Même le ministère n'arrive pas à faire fonctionner ceux qu'il a impulsés. Les collectivités ont beaucoup de mal à les pérenniser, à les installer dans le temps, à part les Vosges du Nord avec le photographe Thierry Girard, mais les autres se sont un peu évaporés ou ont connu des interruptions très longues. Et ça pose beaucoup de problèmes, de tensions entre le statut des auteurs, des documents, des photographies. Et je vois que là, même avec Normandie et Île-de-France, même la mise en relation des 2 démarches reste encore un peu difficile. Donc je suis nuancé sur la réponse par rapport aux observatoires photographiques, alors que c'est clairement un outil parmi d'autres, quoi. Mais je préfère installer les choses dans cette logique d'école, d'apprentissage, de montée de compétences plus large, en y incluant la photo, plutôt que de l'inféoder à de la photo qui me semble être un cheval un peu fragile. D'accord. Voilà, j'espère que je réponds à ta question. Merci. Ça peut être complémentaire à certains niveaux. Bonsoir. Paul Truyot, paysagiste, l'agence Truyot Hermel paysagiste à Bordeaux, et vice-président national de la Fédération française du paysage. Merci Alexis pour cette très très belle intervention, ce très beau sujet, cette thématique. Moi je suis vraiment scotché par la capacité à travailler interrégionalement, quand sur les territoires, c'est déjà très compliqué, juste au niveau intercommunal. Donc je tiens vraiment à tirer mon chapeau pour ce travail. Et j'espère aussi qu'il va mener sur de longues années, il va pouvoir se poursuivre.
et montrer aux jeunes étudiants que voilà, nos sujets, que ce soit maîtrise d'œuvre, études, recherche, sont toujours liés à des budgets de politique et sont toujours liés à un calendrier de politiciens de nos élections qui cadrent nos missions. Ça, c'est toute la vie, c'est comme ça. Alors que le temps du paysage est bien au-delà de ça. Deux remarques. D'abord, félicitations pour le prix du palmarès du paysage. On s'est rencontrés mardi dernier à Versailles. Mais au niveau de cette démarche, je voulais juste appuyer le trait sur la remarque que tu as faite tout à l'heure sur la Fédération française du paysage. Depuis 30 ans qu'elle existe, cette fédération, elle cherche à tout prix. Et la démarche profonde, c'est la Fédération française du paysage à relier et regrouper l'ensemble des acteurs du paysage. Et bien au-delà de ça, il y a bien la tâche et les amis du paysage sur des gens qui sont pas forcément paysagistes. Donc déjà paysagistes, maîtres d'œuvre, certes, en libéral, mais aussi, surtout, salariés du public, du privé, les étudiants. On vous attend, la fédération, les chercheurs, les enseignants, et bien au-delà, les gens qui ont le goût du paysage. Voilà, ça c'est très important de le repréciser. Juste sur la démarche ici, alors j'étais pas tout à fait à l'heure, mais est-ce que tu peux repréciser, je suis assez attaché à ça, mais enfin je suis intrigué par la façon dont ça peut se faire, sur la prise de contact avec, dans une démarche aussi générale et aussi, enfin, d'un territoire aussi vaste, la prise de contact, l'information auprès des habitants. Parce que la démarche, elle fait au niveau des acteurs. Je pense qu'avec les services de l'État, les régions, les CAU, etc., on arrive à toucher des acteurs locaux. Mais comment on arrive à prendre contact, à prendre attache et à échanger avec ceux qui font le paysage et les acteurs au quotidien, que sont les habitants? Merci beaucoup pour les questions et remarques. Mais en fait, la question des habitants, elle n'est pas du tout au cœur de notre dispositif. En fait, on s'en fiche. On n'en a rien à foutre. Non, je blague. Parce qu'en fait, on a fait beaucoup de boulot les uns les autres sur cette question-là, moi dans ma thèse en particulier. Donc c'est pas vrai qu'on s'en fiche. On sait bien qu'en fait, tout ça, c'est pour eux. Parce que la vallée de la Seine, j'en ai très peu parlé. J'ai très peu parlé de ce territoire, mais elle a un EPR, peut-être un deuxième en construction, c'est le territoire des raffineries, c'est tout le chapelet d'usines de Renault, de Flins, enfin, c'est énorme au niveau industriel. Elle fait de la raffinerie, il y a Lubrizol qui a explosé. Enfin, les mutations sociales, industrielles et sociales sur le territoire à venir, c'est considérable. C'est vraiment considérable. C'est en France un des territoires, j'imagine, avec le couloir de la chimie le long de la vallée du Rhône et le nucléaire et tout ça, où ça va le plus bouger, où ça bouge déjà. Et c'est vrai qu'il y a des investissements considérables. Les chargés de mission de l'État rigolaient des fois en nous écoutant parler, les paysagistes, parce qu'ils nous disaient toujours, mais arrêtez de nous parler, de nous bassiner avec la désindustrialisation dans la vallée de la Seine, ça n'existe pas. Faut voir que c'est un territoire industriel qui mute, qui se transforme, point, mais qui se développe en fait, plutôt que simplement il y a des portions industrielles qui vont complètement basculer. Les raffineries en particulier, enfin c'est vrai que quand on est à Port-Jérôme, on est sidéré quoi, de ce qu'on respire, de ce qu'on voit, enfin c'est impressionnant. Donc les habitants, ils sont là. Enfin, les habitants, les Séquaniens, c'est eux en particulier, quoi. Et on peut pas s'en foutre du coup. Mais là, par contre, sur ces échelons-là, on n'a pas de prise. C'est vrai qu'on peut alimenter des grands discours, la nécessité de la transition et tout ça, mais pour eux, ça va se traduire en fait par des crises, à mon avis, sociales, probablement assez violentes, assez profondes, parce que je ne vois pas comment ça peut se passer sans eux. Enfin, je ne vois pas des mutations aussi prégnantes, aussi fortes se passer. Donc il faudra des amortisseurs. Les amortisseurs, ce sont des politiques sociales, ce sont des politiques, des vraies politiques de l'emploi, des politiques sociales, c'est très clair. Et le paysage dans tout ça, on peut se dire, finalement, c'est un enjeu complètement second. Eh ben non. Le paysage, c'est aussi une ressource pour ces gens, quoi. C'est ça qui leur permettra en partie de surmonter certaines crises, certaines mutations. Bien, mal, je ne sais pas. Le moins mal possible, j'espère pour eux. Mais je pense que préserver du foncier, préserver des jardins, préserver des espaces, c'est ce qui aidera aussi à cette société de la vallée de la Seine
à inventer un peu, poser un peu une part de sa résilience. Et je fais vraiment merci de ta question parce que elle est donc. Mais nous, là-dessus, enfin, on n'en parle pas directement. Je crois qu'on n'en a pas assez parlé. On a essayé de le montrer à travers les photos dans le bouquin, mais je pense que ça pourrait être un chantier encore pour les années à venir. Mais ça veut dire aussi qu'il faut aussi briser un certain nombre de tabous et quand on et c'est difficile de se pointer devant le maire de Rouen ou du Havre en disant non, tes raffineries, mon coco, c'est bon, tu t'oublies. Alors lui-même le sait, hein, enfin ils le savent tout ça, et évidemment il y a des démarches, il y a des plans, enfin même EDF c'est très bien par rapport à ses centrales nucléaires, par rapport à l'alimentation des fleuves, au débit hydrique et tout ça, lesquels pourront survivre, pas survivre, enfin il va y avoir un risque de... Mais pour que ça soit énoncé et que ça fasse partie d'une sorte de programme prospectif, là on est dans des échelons très très impressionnants. Alors ça ne veut pas dire qu'on nie tout ça, mais on apprend à naviguer en fait, on apprend à naviguer en eau trouble, quoi. Là. Mais c'est ce qu'il y a de plus passionnant, quoi. Mais on pose juste des jalons. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Damien, Stéphane, Hervé, Marguerite, Vincent? On est ravis d'avoir vu vos noms à l'écran, hein, les gars. Bon. Si on n'a pas de dernière question, on va peut-être en rester là pour Merci ce soir. À vous. Merci à tous. Et puis à la prochaine expérience.